parce que je l'ai fini hier. Non, en fait, quand on m'a demandé de présenter quelque chose, j'avais vu le titre, mais je comprenais un peu c'est quoi l'idée derrière tout ça. En fait, là, c'était parler un peu de condensation, de condensation sur des projets comment que vous avez vécu par le passé. Donc, on va partir ça comme ça. Juste avant, pour vous dire, je suis impliqué aussi avec Connaissance Canada en tant que directeur des essais ici en chantier. Le Canada maintenant prépare en fait un document guide qui va traiter beaucoup de la performance des fenêtres en chantier et des essais qui sont suivis par d'autres produits sur des projets. Dans le domaine résidentiel, on le voit de moins en moins. Alors, pourquoi on le voit moins que dans le domaine commercial, je dirais. Mais c'est de plus en plus courant. C'est de plus en plus courant aussi les essais de performance en chantier, surtout sur la côte ouest. Au Britannique, c'est quelque chose qui est vraiment machinal et automatique. Et les clients, en fait, les fabricants de fenêtres, contre les fenêtres, ils ont une problématique associée à savoir qu'est-ce qui est spécifié, c'est quoi les performances, tout ça. Donc, avec Connaissance Canada, présentement, on travaille sur un guide qui va justement vous aider là, à cibler c'est quoi la performance des fenêtres, quoi savoir quand il y a un test qui va être fait sur notre produit, tout ça. Donc, on travaille là-dessus. Présentement, c'est tout nouveau. Ça fait depuis mars qu'on travaille là-dessus. Donc, c'est un guide qui devrait sortir d'ici la fin de l'année, si tout va bien. Donc, on travaille un peu là-dessus. Juste pour vous dire qu'on est quand même impliqué dans Connaissance Canada là, pour cet élément-là. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient. Donc, aujourd'hui, on m'a demandé de parler de chauffage, mais chauffage, comment que Jean-Michel ici est plus. Donc, si je dis des niaiseries, tu peux juste me donner une claque et on va t'ajouter. Mais l'idée, c'est pas nécessairement de parler de chauffage pendant une demi-heure, c'est plus de parler un peu des problématiques que vous pouvez avoir sur des projets avec la condensation. Puis, j'ai bâti quoi avec d'autres présentations que je donne déjà par le passé. Donc, j'ai des demandes aussi de d'autres fabricants, puis d'autres entrepreneurs généraux aussi qui m'ont demandé de présenter des choses. Donc, ce qu'on va voir un peu, c'est travailler un peu c'est quoi les sources d'humidité. Parce qu'à la base, la condensation, ce n'est pas nécessairement un problème de chauffage, c'est plus un problème d'humidité dans l'air, en fait. Là. Donc, on va voir un peu c'est quoi les sources d'humidité. Là, je les distingue aussi. On va parler d'humidité en cours de construction dans un chantier, parce que vous ne faites pas juste du petit résidentiel, je me que vous faites du multi-résidentiel aussi, là, du condominium, des choses comme ça. Donc, souvent, en cours de chantier, il y a des problématiques qui peuvent être soulevées qui ne représentent pas nécessairement la réalité. Donc, on va aussi voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. Puis souvent, moi, je suis appelé par des fabricants comme certains d'entre vous qui me disent, écoute, j'ai un chantier, puis ça condense, qu'est-ce qu'on fait? Il faut comprendre les conditions qui sont là présentes. Donc, parler de ça. Donc, en cours de chantier, après ça, c'est après la livraison, comment que l'humidité va varier dans une habitation. Je vais passer vite, là, mais on va parler un peu de principe hydrothermique. Là. Ça va être la partie théorique, en fait, de tout ça. Là. Un 5 minutes pour vous expliquer un peu c'est quoi la température, l'humidité, le point de rosée, tout ça. Donc, un peu comprendre, puis vous montrer un peu c'est quoi la batch. Là. Vous voyez ces notions-là un peu dans votre tête, là, que c'est intéressant. On parlait de type de chauffage, mais pas nécessairement en termes d'établir la liste de ce qui existe sur le marché, parce que, je ne suis pas un expert, comme je le disais, mais c'est plus de parler un peu des principes, des systèmes de diffusion, en fait, qui sont applicables à ces différents types de chauffage-là. Puis comment que ces systèmes-là vont gérer les ambiances à l'intérieur d'une résidence. On parlait après ça de gestion de l'humidité puis des problématiques associées à la condensation. Puis on finit, plutôt que c'était des discussions puis des questions que vous n'allez pas pendant le cours de conversation, on a juste levé la main ou m'interrompre sans problème, on va en parler tout de suite. Donc, c'est un peu ça que je pensais faire avec vous là, ce matin. Donc, les sources d'humidité, puis les photos qu'on voit ici, c'est des choses qu'on ne souhaite pas voir en fait sur un projet. Là. Ça peut être assez sévère comme problématique. Puis, pour l'avoir vécu, parce que moi, j'ai quand même une expérience de consultation avant d'être au laboratoire, là, toujours dans le même groupe. Moi, j'étais engagé à la base par M. Patnaud, vous savez, en consultation. Donc, j'ai peut-être une quinzaine d'années d'expérience en consultation sur des projets existants ou des problématiques d'infiltration d'eau, de condensation, tout ça. Donc, j'en ai vu pas mal. Donc, c'est juste pour vous dire que, en fait, en période hivernale, la gestion de l'humidité, c'est ça qui est le risque, en fait, le primordial, c'est la condensation. Ça peut devenir assez complexe là, à gérer
dans cette situation-là au niveau de la fenestration. Donc, condensation, oui, liquide sur un verre, ça, on va le voir assez régulièrement quand il fait assez froid. Puis, on a eu un hiver quand même assez rigoureux l'année passée, en fait, cet hiver qui vient de passer. Nous aussi, le téléphone n'arrêtait pas de sonner pour des problématiques diverses parce qu'on a atteint des températures extérieures que moi, j'ai monitoré sur des projets qui sont vraiment en dessous des températures de calcul. Au Canada, Montréal, c'est moins 23 que les températures de calcul. On a facilement atteint des moins 26, moins 27 durant le dernier hiver. Donc, encore là, c'est des choses qu'il faut voir avec les changements climatiques, avec tout ce qu'on veut. Donc, voir ces écarts-là qui existent. Puis aussi le fait que les résidences sont de plus en plus étanches, aussi hermétiques. On le voit avec l'efficacité énergétique, on le voit tout ça. Bien, nécessairement, les bâtiments respirent plus mécaniquement qu'ils le faisaient avant avec une ventilation qui était naturelle à travers les percements qu'on avait, de faible étanchéité à l'air qu'on avait. Donc, voir un peu ça. Donc, les sources d'humidité. Quand ils vont en termes de chantier de construction pour des projets qu'on a fait par le passé, donc un multirésidentiel, là, on ne parle pas de la maison unifamiliale, mais plus, mettons, un petit bloc de condominium de 3-4 étages, peu importe vos projets, que je ne connais pas tous, fait que je ne sais pas c'est quoi l'envergure de vos projets. Mais dans ces chantiers-là, il peut y arriver, parce qu'il y a de la génération d'humidité qui se passe très importante. J'en ai listé ici quelques-uns. On parle de tout ce qui est excavation, des sols exposés, nécessairement, ça va générer de l'humidité dans notre chantier. Tout ce qui est bétonnage pur, là, je ne vous apprendrai pas. Là, il y a de l'eau associée au béton dans la cure, fait en sorte que l'humidité va augmenter de façon importante dans notre projet, dans notre construction. Tout ce qui est infiltration d'eau aussi, infiltration de neige aussi dans le chantier. Les ouvertures ne sont pas encore complétées, fermées, tout ça. Donc, nécessairement, il va y avoir de l'eau qui va s'infiltrer dans notre bâtiment en construction, qui va faire en sorte que cette eau-là va s'évaporer éventuellement, qui va générer de l'humidité. Tout ce qui est travaux de finition aussi, là, ceux qui ont fait l'expérience en chantier, là, on installe des fenêtres, OK, c'est bon, on est sur le Densilas, peu importe. Là, ils commencent à mettre de la laine isolante, ils mettent du gyps, ils commencent à faire du plâtrage, de la peinture. Là, ça se met à condenser, surtout quand on est en hiver, ça se met à condenser sur les fenêtres parce que justement, on vient de générer, en faisant du plâtre, en faisant de la peinture, beaucoup d'humidité dans notre construction. L'activité humaine aussi va être importante. Il va y avoir des gens qui vont travailler nécessairement, nécessairement ça va générer de l'humidité. Puis il y a un point aussi que j'ai mis avant, etc., là, qui est vraiment le mode de chauffage. C'est un peu ça que je montre ici. Là. Il y a des systèmes de chauffage là, qui vont générer énormément d'humidité. Puis ça, on va les présenter ici. Là. Tout ce qui est générateur d'humidité versus le brûlage de propane et de gaz naturel, les gens ne sont pas nécessairement toujours au fait de ça. Puis j'ai travaillé cet hiver avec Pomerleau, qui n'est pas le dernier vieux en termes d'entrepreneurs en construction, qui ont eu énormément de problèmes avec des chantiers de construction où il y avait, à cause des températures froides, il y a eu de la condensation, pas juste sur de la fenestration, mais sur des éléments de l'enveloppe. Donc, commencer à gérer ça. Puis Pomerleau commence déjà à penser à monitorer des chantiers avec des températures ambiantes, températures de surface, pour voir un peu c'est quoi leur cycle d'installation, de la laine isolante, du gyps, tout ça, en fonction des températures extérieures, puis ce qui s'en vient. Donc, avec le contrôle de qualité, ils commencent à vraiment à établir quelque chose parce que la construction, on sait, ça n'arrête pas là, durant l'hiver. Donc, nécessairement, il faut vivre avec ces conditions-là. Mais tout ce qui est là, chauffage au propane, chauffage gaz naturel, on le voit dans l'équation qu'il y a juste en bas ici. Là. Ça ne pointe pas, mais dans la production de la combustion, là, il y a du H2O qui est diffusé dans l'air. Donc, nécessairement, c'est très important, puis c'est vraiment un problème majeur dans plusieurs projets. Donc, faire attention à ces éléments-là quand on est sur un projet. J'ai une question pour vous. Oui. Il y a une nouvelle tendance, il y a une nouvelle nation qui a rajouté de Just on Time, si vous voulez. Il m'a montré une photo où les filiers intérieurs sont faits et les fenêtres sont pas faites. J'ai rapport à ça, c'est pas juste à la suite, parce qu'il faut quelqu'un qui s'occupe de la tête de la course. Fait que, honnêtement, je ne savais pas qu'on était rendu là dans le Just on Time. Fait que lui, il rentrait là pour tirer des mois. S'il pleuvait en dedans, là, le gars, il a même demandé si il de faire des 2 tours dans l'autre zone. Non, là, il y a. Puis, il y a aussi le fait qu'avec la pandémie, tout ça, ben, vous savez plus que moi, il y a des délais associés à la fourniture de quincaillerie, des verres, peu importe. Donc, ça peut arriver que le projet avance vraiment vite.
sont prêtes à faire de la finition intérieure, à mettre du isolant dans les murs, mais qu'il y a des ouvertures qui sont encore béantes. Oui, ça se fait, mais ça occasionne d'autres problèmes aussi, puis ils en ont parlé dans les journaux. Il y a plein de cas associés à ça. Il y a de l'infiltration dans les murs, puis nécessairement la laine est mouillée, ils viennent fermer des murs, il y a de la moisissure qui va se former dans les assemblages généraux, donc c'est vraiment des problématiques importantes. Et ça, un entrepreneur consciencieux n'irait pas vers cette avenue-là parce que ça peut impliquer énormément de problèmes par la suite. Puis si les gens découvrent la moisissure dans leur mur en tant qu'occupant, ben, ça peut amener des poursuites aussi. Puis ça, écoute, nous, au département d'expertise ici, avec Jérôme, son équipe, on travaille beaucoup justement sur des projets comme ça. Puis après 1 an ou 2, il y a vraiment de la condensation qui s'est formée, puis la moisissure qui est importante au niveau des assemblages généraux. Donc, c'est pas la règle, mais c'est beaucoup parce que les gens veulent atteindre en fait une performance, puis ils veulent livrer à temps aussi des condos, peu importe. Donc ça fait une problématique. Oui, mais si je peux parler, c'est que maintenant, il reste pas. Ah, mais écoute, nous, on a. Tu sais, je sais pas, des plastiques. Non, je ne parle pas de. C'est ce que je te dis, mais en attendant, ils peuvent mettre. Je sais pas, je comprends pas que c'est quoi la logique de dire, ben, il va y avoir la mission, ça va couvrir les deux. Non, Moi, le bâtiment de logement, il y a vraiment ces affaires, il reste. Je ne peux pas garantir la qualité de la Et ça se fait, tu dis de la tête. Ah, moi, ah oui. J'ai écouté un peu, tu sais, les joints faits, il n'y a pas de laine. On vient faire dans son immeuble. Le mur est gelé, je ne sais pas qui est gelé. Il est gelé, c'est à l'axe. Ah oui. On a arraché la feuille, il n'y a pas de laine, le de l'étang, la vie, c'est la ligne d'or. C'est ça. Ça dépend de l'entrepreneur. Oui, ben c'est ça. Il y en a qui sont moins consciencieux que d'autres, il y en a qui veulent juste pousser la machine. Là. Mais c'est pas construit, t'es là tous les jours. Non, c'est une grosse problématique. Puis nous, on a vu beaucoup parce qu'ici, en fait, il y a le côté laboratoire que vous voyez et que vous connaissez peut-être plus, mais il y a le côté consultation aussi chez UL, où on fait des visites de chantier pour de qualité sur des projets en construction. Et ça arrive là, régulièrement, parce que, par exemple, durant l'hiver, là, ils vont faire des visites de chantier, puis on est sur le planification, c'est pas encore vous allez en dedans, dehors ou en dedans, ou peu importe. Là, c'est chauffé à grosse température en dedans avec des chauffages propane. Le gypse extérieur il est condensé complètement. Là, ça peut mettre de la laine là-dedans. Là, ça va être un problème éventuellement pour le futur. Puis il y a un risque de moisissure dans cet assemblage-là qui peut être important. Donc, on en voit de toutes les couleurs, puis c'est pas la norme, mais pour les exceptions, souvent, c'est l'exception qui confirme la règle. Ben, c'est ça. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, il faut y s'adapter parce que d'accord là sur les fenêtres. Ouais. S'il avait prévu recevoir ses fenêtres en novembre, il aurait été correct, mais là, avec les délais que vous subissez tous, là, ben, ça se peut que les fenêtres commencent à arriver en janvier, février. Fait que lui, il fait quoi avec ses murs qui sont ouverts? S'il faut qu'il livre ses unités en juin, juillet, il faut nécessairement qu'il finisse. À quelque part, c'est mieux de reporter que de créer ces conditions-là dans un mur. C'est une nouvelle problématique. De l'accord-là comme ça. C'est une bonne réalité que moi, ils vont comme ça, puis là, je n'ai pas de problème, mais finalement, ça crée des problèmes. Ça commence à s'adapter. Peut-être avoir encore des gens de problèmes encore. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire l'enquête. Comment ça va? Juste pour revenir avec le chantier, ben c'est sûr que là, s'il y a de la condensation sur un projet qui est en chantier encore, il ne faut pas prendre ça comme pour acquis et que ça va être une problématique qui va être répandue pour le reste de la durée de vie de ce bâtiment-là. Il y a des conditions particulières à connaître en chantier qui ne sont pas nécessairement la réalité là, par la suite en cours suite à la livraison puis lorsqu'il va y avoir une occupation de la résidence. Donc, c'est pour ça que je parle après la livraison. Donc, là, il va vraiment avoir une génération d'humidité à l'intérieur de la résidence. Puis, on le voit, là, la production d'humidité, c'est une constante dans une maison. C'est entre 10 et 50 litres par jour de quantité d'eau, en fait, qui est générée. J'ai des tableaux que je vais vous montrer là, qui montrent un peu c'est quoi la quantité d'eau qui va être générée par rapport à différents systèmes. Là.
Donc, on voit là, pour une maison là, résidentielle, c'est entre 2000 et 10 000 litres d'humidité qui vont être dans la maison là, durant une année. Là. Donc, puis là, ça, c'est des statistiques qui datent il y a quelques années. Puis je vous garantis, puis je vous l'assure que c'est accentué depuis la pandémie. Là. On a travaillé à la maison pendant 2 ans. Nécessairement, on était plus souvent à la maison. On cuisinait pas juste un souper, on ne faisait pas juste un déjeuner rapidement. Là, on cuisinait aussi pour le dîner. Les enfants étaient à la maison aussi. Fait que ces chiffres-là, ils ont probablement augmenté suite à la pandémie. Donc, c'est important aussi à considérer. Quand tu es adolescent, c'est le pouvoir de sport. En gros, si tu en as 3, ben c'est 9 douches. Comme moi, non? C'est ça? Non, moi, à un moment donné, on était 5 à la maison à travailler. Hein. Il n'y a pas juste le Wi-Fi qui a de la misère, là, c'est bien d'autres choses aussi. Ici, j'ai mis un document parce que tout ce que je dis aujourd'hui, je ne l'ai pas juste inventé, je l'ai fait aussi. Puis ça, c'est un beau petit guide qui existe de la SCHL qui parle d'humidité dans l'air, en fait. Là. Puis il y a des extraits, en fait, que je vais vous présenter tantôt qui sont tirés de ce document-là. Par rapport à l'humidité, puis la gestion de l'humidité, puis des causes, tout ça. Donc, on va y revenir. Oui. Oui, j'ai dit que je l'enverrais par PDF, fait qu'on pourra le distribuer après ça. Là, tout ça, je vais l'envoyer par PDF, fait que ça, je vais vous l'envoyer à vous, fait que vous pouvez faire la distribution au monde sans problème. Donc, donc, on parle de gestion de sources d'humidité. En fait, après la livraison, on parle de quoi? C'est l'utilisation des douches, des bains, la cuisson des aliments, les plantes. Moi, j'ai beaucoup de projets où je vais visiter des condos que, oui, ça condense sur les fenêtres, tu rentres là-bas, écoute, c'est la jungle. Là, il y a énormément de plantes. Donc, il y a comme un juste milieu à y avoir. Là. Moi, je sais que j'ai une conjointe qui apprécie beaucoup les plantes, mais je suis capable de gérer, en fait, la situation. Mais il y en a d'autres que ça n'est pas. On parle d'aquarium aussi, pas juste d'aquarium, je dirais même des fontaines qui existent maintenant. Donc, il y en a beaucoup qui ont ça pour justement humidifier l'air un peu. Puis c'est correct d'humidifier l'air, puis ça devrait être permis de tolérer aussi, puis l'enveloppe devrait être capable de compenser pour ça, mais quelque part, il y a des limites. Ce qui est les vêtements aussi mouillés, là, on arrive du ski, il y a eu une journée de verglas, on arrive avec nos manteaux, ben, nécessairement, ça va générer de l'humidité. Après la douche, tout ça. Exactement. On parle ici, l'avant-dernier, c'est partie de Noël, là, logement surpeuplé en période hivernale. Là, on est 40 dans une. Vous l'avez sûrement vécu, des parties de famille, là, parce qu'on est plusieurs, toutes les fenêtres sont fermées, puis écoute, là, grandement, elle ouvre un peu les fenêtres pour ventiler parce que ça se met à condenser partout. Là, ben, nécessairement, c'est ça. Écoute, on génère beaucoup d'humidité, puis écoute, c'est ponctuel, mais ça reste que c'est là quand même. Et le dernier, ben, c'est tout ce qui est infiltration d'eau. Ben, nécessairement, s'il y a de l'infiltration d'eau dans votre bâtiment, ça va générer de l'humidité, puis pas juste de l'humidité aussi, il va y avoir de moisissure, tout ça, qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, il faut juste faire attention à ça. Ça, ici, on a en fait là, en kilogrammes là, des quantités de vapeur d'eau en fait, qui sont produites. Là. On parle d'une douche là, qui est environ 0,45 kg. Là. Le pire, vraiment, c'est de venir faire sécher du linge là, sur un petit séchoir l'hiver dans le salon. C'est peut-être pas la meilleure idée là, quand il fait moins 25 à l'extérieur. Donc, si on voit là, que par semaine, là, séchoir, c'est presque 12 litres, 12 kilos d'eau qui est générée. Donc, on voit juste l'occupation des personnes, là, une famille de 4 personnes par jour, c'est 5,4 kg d'humidité dans l'air. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, il faut juste considérer tout ça dans l'équation. Parlant d'équation, ben, c'est là qu'on va arriver avec des principes un peu hygrothermiques, là, puis c'est quoi, comment ça joue cette humidité-là dans l'air. Parce qu'il y a différents termes qui existent, puis là, c'était plusieurs slides que j'ai résumés en fait en 3 ou 4, je ne vais pas non plus vous écœurer avec ça. Mais il y a le terme humidité, en fait, qui fait référence à la teneur en vapeur d'eau qui est dans l'air, en fait. Puis il y a le terme humidité relative, qui est vraiment le rapport entre la pression de vapeur d'eau contenue dans l'air versus l'air qui est à saturation. C'est une unité qui est relative, en fait. C'est beaucoup cette unité-là, en fait, qu'on va utiliser pour évaluer un peu c'est quoi le risque de condensation puis les points de rosée, tout ça. Donc, l'humidité relative. Ça, il arrive avec un bel outil qui existe. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez la lactométrie? Michel, c'est sûr que tu le connais, là?
Mais c'est juste pour vous expliquer un peu c'est quoi le principe derrière l'humidité et les points de rosée. Le point de rosée, ça va être quand l'air, en fait, l'ambiance, l'humidité va venir condenser sur une surface. Donc, la BAC, là, c'est tout le ramassis de toutes ces valeurs-là, en fait. Tu as les humidités relatives, tu as la température sec de l'air, puis tu vas voir la température humide ici de l'air. Quand on prend la température ambiante, là, comme ici, il fait je sais pas, 22 degrés, exemple, là, ben, ça va être une température sec. C'est la ligne que j'ai mise ici. Là. À 22 degrés ici aujourd'hui, si on maintient, exemple, un 35 d'humidité relative, notre point de rosée, là, si on se déplace sur la BAC, on va être à 5,5 degrés environ. Donc, si ma surface de fenêtre est à cette valeur-là ou moindre, il y a un fort risque de formation de condensation sur la surface. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'air, si on la réchauffe ou on la refroidit, elle va se déplacer horizontalement si on ne la modifie pas, si on n'ajoute pas d'humidité. Donc, exemple, si j'ai de l'air ici à 22, puis je fais juste le même volume, je fais juste le réchauffer, bien, il va se déplacer comme ça sur la bac. Oui, l'humidité va peut-être va diminuer en fait, mais je vais toujours rester sur la même ligne qui va faire que le point de rosée va toujours rester le même. Ça, c'est important à comprendre parce que si quelqu'un vous dit « Ouais, mais chez nous, moi, j'ai 30 d'humidité relative, mais il fait 28. » Bien, à 28 degrés, il y a 30 d'humidité relative. Mon point de rosée est beaucoup plus élevé que si j'avais 28 degrés puis 10 d'humidité relative. Il y a comme une relation qui existe là-dedans qu'il faut comprendre aussi. C'est pas parce qu'il fait chaud dans notre résidence, puis c'est pas qu'on va parler de chauffage tantôt, c'est pas parce qu'il fait chaud que le taux d'humidité est bas, qu'il n'y a pas de risque de condensation parce que l'humidité est toujours là quand même présente dans l'air. Pour le même air, si je la refroidis un petit peu de 22, je la descends à 20 degrés, cette terre-là, bien là, j'atteins 40 d'humidité relative, mais c'est mon même risque de condensation avec un point de rosée qui est à 5 degrés. Là. Donc, c'est un peu ça le principe de la BAC. Quand on arrive avec des calculs comme ça, là, pour une température ambiante à 21 degrés, si je fais varier l'humidité relative, là, à 15 d'humidité relative, je suis à moins 5 degrés. Il faut que ma surface de fenêtre soit vraiment froide pour que ça condense à moins 5. Mais si j'augmente l'humidité relative, j'arrive à 35 40 on voit que les températures ici, le point de rosée de surface, c'est quand même assez élevé. Là, il y a un fort risque que ça condense. C'est ça qui est le nerf de la guerre, en fait, dans la condensation sur des éléments de fenestration ou peu importe quoi au niveau de l'enveloppe. Oui? Nous, on parle toujours des matériaux. Oui. Tu sais que les médecins, c'est 45 Oui. Donc, les fenêtres sont pris en dessous. Dans ce que dit le médecin, c'est des matériaux. Oui. Puis tout ce qui est écrit, en fait, pour avoir une bonne qualité d'air à l'intérieur d'une résidence, le taux, je pense que je l'ai plus tard, là, peut-être de présenter, mais c'est toujours autour de 30-40 Il existe des tableaux qui vont vous dire, écoute, s'il fait vraiment froid dehors, là, on va essayer d'ajuster la température puis l'humidité relative pour diminuer cette condition-là, pour éviter le risque de condensation. Mais pour le confort des gens, là, puis on le voit beaucoup dans les projets, peut-être que vous en faites moins, vous, dans votre marché, mais si on parle dans le commercial, un édifice à bureau, exemple qui va être prévu pour le gouvernement fédéral, le taux d'humidité minimal recommandé, c'est 30 Donc, eux, ils maintiennent 30 même s'il fait moins 25, moins 30 à l'extérieur. Donc, c'est là qu'il faut que le système de chauffage, la façon que l'air va être poussé sur la fenestration ou l'enveloppe, rentre en ligne de compte. C'est un peu ça que tu vois aussi. Là. Puis il y a des calculs qui se font, puis c'est ça que je vais y arriver quand on parlait de système de chauffage. Fait que c'est pas nécessairement de garder une température très, très chaude, c'est d'envoyer la chaleur aux bons endroits. C'est ça qui est important. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est ce que j'explique ici, c'est que la condensation, ça se produit lorsque l'air humide entre en contact avec une surface plus froide, en fait. L'humidité de l'air peut se condenser sous forme de gouttes ou de givre, dépendamment où on est situé. Là. Si notre point de rosée est à une température inférieure à 0 degré, là, où il y a une formation de givre,
mais nécessairement, cette condensation-là va se former sous forme de glace sur la fenestration sur les surfaces. Ici, j'ai mis un tableau, parce qu'on le fait beaucoup en cas d'expertise, exemple, puis pour ceux qui font des tests thermiques ici, qui ont des valeurs I de leur produit de fenestration, je ne sais pas, valeur I, ça vous dit quelque chose, non? Ouais. En chantier, on peut réévaluer cette valeur-là parce que quand on fait le test de indice de condensation au laboratoire, on le fait dans une condition qui est normalisée, dans un panneau qui est contrôlé, pour avoir vraiment des comparables entre les différents manufacturiers. On fait l'essai de la même façon pour un producteur un fabricant X qu'un fabricant Y. Mais on ne sait jamais comment la fête va être installée en chantier, puis ça va être quoi son apport de chaleur, tout ça. Donc, on peut réévaluer avec un système d'acquisition de données ces températures-là sur des surfaces d'une fenêtre en chantier, qu'on appelle un I qu'on va appeler équivalent, en fait, là, qui n'est pas nécessairement le I du projet, qui peut être beaucoup plus élevé parce qu'il y a une source de chaleur qui est très importante, ou qui peut être plus faible aussi. Mais qu'est-ce qui est intéressant de faire, c'est quand on le fait en chantier, c'est qu'on peut tenir ces tableaux-là. Là, exemple ici, ces thermos-là, en fait, ça va être différentes surfaces de la fenêtre qu'on va identifier dans un rapport. Puis on va dire, écoute, quand il fait moins 7 à l'extérieur, voici les températures. Puis plus on va descendre en température, bien, nécessairement, plus la température de surface va diminuer aussi. Donc, exemple, une température de 11 degrés sur une des surfaces, exemple, un point de vitrage, je ne sais pas c'est quoi, mais exemple, c'est ça, à moins 7. Même si on n'a pas atteint cette température-là en chantier, on peut les extrapoler puis arriver à une température qui serait peut-être la température là, indiquée pour cet élément de fenestration-là à moins 29, exemple. Quand je vous disais tantôt, Montréal, moins 23, c'est la température de calcul dans le code. C'est pas mal notre guideline pour ça. Donc, c'est un peu ça. C'est avec ça qu'on va pouvoir réussir à comparer les choses puis pouvoir les associer avec des températures de surface puis les points de rosée en fonction des métiers relatifs. Oui? Je n'ai pas bien compris, c'est quoi le facteur I? I, en fait, c'est un indice. Là, je l'ai skippé, mais c'est le calcul, en fait, qui se fait quand on fait un test thermique, quand on évalue la performance d'une fenêtre en chantier ou en laboratoire. C'est un ratio, en fait, entre la température de surface qu'on va mesurer, parce qu'il faut dire que l'échantillon est mis entre deux environnements. Un environnement qui est très froid, c'est à moins 23, moins 27, peu importe. C'est l'environnement qui est à 21 degrés. Donc, on a un écart de température entre l'intérieur et l'extérieur. Ce qu'on mesure, c'est une surface. Donc, vous allez voir la chambre thermique qu'on a ici, vous allez voir un peu les panneaux qu'on installe. La fenêtre est installée dans un panneau isolant. On met les thermocouples sur différentes surfaces qui est définie par une procédure, une norme. Avec cette température de surface-là, bon, quand on met l'échantillon dans la chambre thermique, on atteint une stabilité à cette température-là, de moins 23, plus 21, exemple. Avec la surface, on va faire un calcul. Puis le calcul, en fait, là, c'est. J'ai pas de crayon ici. C'est la température de surface moins la température extérieure sur l'écart de température totale intérieur-extérieur. Exemple, pour une fenêtre qui aurait un indice de température, souvent ça va être associé à un chiffre, là. Souvent ça va être un I55, I60, exemple. Mais c'est ce ratio-là qu'on va calculer. Donc, c'est un peu ça le principe. Dans le fond, ce qui est imagé, là, ça varie entre 0 et 100. Si tu avais une fenêtre que le I était 100, ça veut dire que l'endroit le plus froid de ta fenêtre à l'intérieur serait égal à la température intérieure. Donc, ta fenêtre est ultra chaude. Ou à l'inverse, si le I était de 0, dans le fond, c'est comme si ta surface intérieure de ta fenêtre était comme à l'extérieur. Fait que là, tu sais, ça donne un gauge, fait que tu veux te rapprocher de 100. Ça c'est un peu la même logique que l'école. Le chiffre visé, c'est 60. Ouais, C'est pas vraiment 60 à 50. C'est un I-58, c'est un bon I. Un I-72, c'est un bon I aussi. Mais tu sais, c'est vraiment ça la logique. Quand on regardait, j'ai dit en moins 23 degrés Celsius à Montréal. Et quand on fait le calcul, on va faire moins 23 pour commencer à ça. Il y a un gros document dans la référence qui explique un peu ce que vous avez dit. C'est 50, c'est Bulgarien qui a pas réussi. C'est 60, là, c'est facile. C'est là maintenant la tendance dans l'industrie, c'est le 70. On va tout PVC, les cadres moins conducteurs, sont performants, les produits froids à l'extérieur. Le produit aluminium, on va jouer entre 60 et 50. Le PVC, ça va jouer à peu près entre 55.
Donc, les gros d'aluminium, c'est quand ça existe. Ça, c'est des designs. Le qui évolue, ça suit un peu la technologie qui est de plus en plus performante. Ce qui est important, une notion qui est importante, je ne sais pas si juste, c'est la dimension qui est importante. C'est que c'est l'écoulement vert, c'est ouvert, monte au centre des pièces et descend sur le fond des murs. Ton rectangle, plus il est haut, pas large, les températures de la tournage sont posées sans position. Quand tu arrives, les températures sont toujours dans c'est ça sur un rectangle. Il n'y a pas optimum d'avoir un rectangle parce qu'à un moment donné, c'est quand il y a un point où tu as une surface que ton air se rentre dans les coins. C'est qu'il n'y a pas un truc magique de dire, je vais avoir la meilleure dimension possible à la machine. Garder ça en tête, c'est un moment donné où on va arriver des résultats de condensation avec un compétiteur pour garder la forme de choses. Un grand rectangle vertical va performer moins bien qu'un rectangle. C'est la même chose que nous en laboratoire. On vient de créer le même équipement dans l'unité extérieure et l'intérieur des deux dessins. On donne de surface pour se reposer avec le fer ordinaire ou le fer non performant. Le test de condensation aussi, c'est un test qui est optionnel dans la norme. C'est un test qui est très dispendieux. Il n'y a pas de obligatoire. C'est pour les gens qui sont pas des normes. Comme des normes, c'est les manufacturiers. Si ça fait des sous, ça devient gros. C'est comme je vais faire un testeur. Comme un testeur va faire à 20 degrés Celsius. Honnêtement, je le dis du monde, le testeur à 20 degrés Celsius. C'est l'expression de la table. Ce que tu veux savoir, c'est un verre à 20 degrés Celsius. Souvent, dans la boisson, il y a une norme, une procédure à installer pour faire des tests. Quand vous nous appelez pour nous jouer, peut-être vous appelez pour nous on contraction des degrés extérieurs. Des fois, la conversation, c'est qui est posée par l'infiltration. Le problème qu'on a, c'est que le test d'air à basse température, c'est très extendu. Le seul jour où vous avez des problèmes avec les gens, c'est récurrent. Il faut juste faire l'infiltration de penser à faire le test d'air à basse température. C'est dans ça, ça permet d'obtenir des problèmes de la chaîne de choses. Malheureusement, la norme, c'est avant, dans un monde parfait. Il y a un point intéressant, c'est qu'au niveau de la stimulation, actuellement, tous les tests que vous obtenez, le puissant ou l'autre, l'indice de condensation, c'est pas du tout comme l'indice I. Puis c'est en train de changer. Ça va demeurer une méthode de stimulation des dimensions, donc ça ne sera pas aussi spécifique qu'un test parce que ça ne va pas les mesures dans les points. Donc la norme est en train de changer pour que la stimulation soit faite de la même façon que l'indice I. Même la norme américaine est passée. Donc, tu vas avoir des points mesurés, points chauds, le point le plus froid du corps, le point le plus froid du verre en position. Dans la même position, mais le principe va être le même. Éventuellement, il va y avoir des simulations, il va quand même avoir des diagrammes qui vont pouvoir être utilisés pour avoir une meilleure idée de ça par simulation. C'était supposé d'être pour l'an dernier, je sais. Je ne sais plus là, mais c'est en train d'être appris. C'est ça, quand on y va dans l'indice de condensation, il y a deux facteurs qu'on évalue, le verre et le reste, le volet, le cadre. C'est le plus poids des lignes qui contrôlent. Mais ça permet de voir dans un déviage sexuel, c'est un commercial, vous voyez peut-être moins un résidentiel, si vous faites des projets de contrôle, l'architecte spécifie le verre, vous n'avez pas le choix, vous êtes pris ce verre-là, il vous demande une performance pour le condensation. Ça permet de sortir de là, on va. Je ne raconte pas ce que c'est 60, mais on va faire la cour à 60. Le projet présentement est pour le reste un peu sur les échéances, mais des gens qui m'en laissent pour ça. C'est juste de garder en tête quand vous avez de condensation. Vous avez les deux informations. Je ne pas parler de plein de vues, plein de PVC. Si on prend la valeur I d'une plaque hybride, est-ce qu'on va chercher la même valeur qu'une plaque de PVC? Parce qu'il y a quand même une barrière thermique PVC, c'est juste un café de vue. Oui, puis où la chaleur va aller vers le cadre de fenêtre, c'est plutôt une partie PVC. Donc, vous, ça se rapproche. Écoute, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est. La même
PVC. Parce que le hybride, l'aluminium qui est là, elle n'a aucune incidence sur la performance. Parce que c'est tout à l'extérieur. Là. Ouais. Mais juste pour vous dire ce que Jean disait il y a quelques minutes, il parlait de convection, puis les films qu'on recrée, nous, parce que l'échantillon il est vraiment dans un panneau. Je vais vous montrer tantôt des images, en fait, là, de problématiques que moi j'ai connues, puis associées à quoi? Mais quand on a une grande fenêtre, souvent, juste le phénomène de convection naturelle, en fait, là, en surface, parce que l'air va se filtrer dans la pièce. Par exemple, on est en plein mois de janvier, ici, on a une grande surface de fenestration. La personne qui va s'asseoir au bord de la fenêtre, puis au pire s'associer à terre, là, elle va vraiment sentir du froid, puis c'est pas nécessairement de l'infiltration d'air, puis c'est ça que les gens, des fois, en chantier, ont de la misère à distinguer, là. Puis il y a des gens plus sensibles que d'autres. Par exemple, une résidence personne âgée, les gens vont aller sur le bord de la fenêtre. Ah non, je sens de la fraîche, là, tu sais. Mais c'est pas nécessairement de l'infiltration d'air, c'est juste le phénomène de convection qui fait que l'air chaud de la pièce va atteindre la surface de la fenestration. Puis là, vu que ça, c'est froid, ben cet air-là qui était chaud va se refroidir. Puis elle va juste tomber, en fait. C'est de la convection qui va se faire. Puis plus ta surface va être grande, haute, plus cette vitesse-là de l'air va être importante aussi. Là. Puis moi, je l'ai vécu sur plusieurs projets où on est allé faire des tests d'étanchéité à l'air en conditions d'hiver pour mesurer, voir si ça respectait quand même les devis. Puis c'était pas un problème d'étanchéité à l'air, c'était vraiment un problème de convection. Puis après, expliquer ça aux gens, c'est plus difficile, mais on peut quand même arriver avec des réponses. Donc, on est engagé pour faire ça. Mais tu sais, cette problématique-là, elle existe aussi. Disais-tu de l'attention pour pas arrêter de parler, c'est ce que tu parles? Non, oui, vas-y. Ça, c'est un bel exemple. Est-ce que je vais te donner le point? Puis, on voit ça de plus en plus fenestration plancher plafond. Puis, on a eu un cas ici avec ce côté consultation, on a fait un projet. Les portations qui performent super bien. Et on a décidé de faire des portations pour le projet pour le penthouse en 11 kilos. C'est un projet qui fonctionnait bien, mais comme on a rajouté 3 pieds ou 2 pieds de plus de verre, fait que là, l'air, elle s'en refroidissait. Fait que là, cette fenêtre-là, tu as plus un fenêtre qui faisait un 64, quelque chose comme ça. Et là, on est tombé à 52 ou 48, je ne sais plus, ça a peu comme ça. C'est que là, on a regardé, on avait une mécanique qui venait avec la performance du fenêtre de step-in ou de step-in ou de métier. On n'a pas ajusté la mécanique pour ça. Fait que là, il n'y avait plus assez d'équipement d'air pour limiter les chauffages. Il faut qu'il travaille sur le chauffage. Parce que la porte, elle avait un bon éclairage, elle avait juste trop surface. Puis le truc était en hauteur, Ah oui, sur le rectangle plus haut. moi, je suis si est installé dans un bâtiment en hauteur, ça peut avoir un impact. Non. C'est pas grave, c'est pas extérieur, intérieur, c'est vraiment pour se faire. Là, je suis pas, c'est mon fils. Un verre est performant pour un projet de cette wiki. Ce que tu peux mettre dans mon design qui est en plus, c'est un peu des personnes qui ont un mouvement. C'était dans un bel base, c'est déjà fait. Pour l'extérieur de on dirait le rôle avec le doigt. Pour mettre une place pour être présent. Ce que tu peux faire, c'est que là, c'est ça, il était fait avec la mécanique. Mais où la hauteur de bâtiment va avoir un impact, par exemple, c'est sur l'effet de cheminée. Ça, c'est le principe que l'air qui va s'engouffrer dans un bâtiment aux étages inférieurs, par exemple une tour de 20 étages, cet air-là va se réchauffer en conditions d'hiver. Il y a des changements d'air le matin parce que les gens partent travailler, tout ça. L'air froid va rentrer, va se réchauffer, puis va pouvoir monter dans le bâtiment. Ce que ça fait, c'est que ça crée des pressions dans le bâtiment. Ça. Puis on essaie de limiter ça en mettant des plans d'étanchéité au niveau des dalles, tout ça. Des puits mécaniques, puis des ascenseurs. Mais n'empêche que ça peut exister, puis ça peut être assez important aussi. Puis on parle de pression. Donc, le bas du bâtiment va être en pression négative. Donc, les gens vont peut-être sentir plus d'infiltration d'air au niveau de leur fenestration. Mais les gens aux étages supérieurs vont être en pression positive. Donc, l'air chaud, humide du bâtiment va vouloir s'exfiltrer plus. Puis où on voit beaucoup une problématique, c'est des portes coulissantes, beaucoup, tout ce qui est fenêtre coulissante, 4 volets. Et si tu fais un manque d'étanchéité dans tes volets intérieurs, là, l'air chaud va aller passer ce premier plan d'étanchéité-là pour aller condenser sur les volets extérieurs. On le voit beaucoup. Souvent, les prises de pression vont faire en sorte qu'on va se rendre compte que oui, même s'il n'y a pas de vent à l'extérieur, il y a une pression qui existe dans le bâtiment. Puis là, ça peut être soit l'effet de cheminée ou ça peut être aussi induit par les systèmes mécaniques aussi de ces résidences-là ou de ces blocs de conduits-là
peut être réajusté. Là. La température, mettons, sur un bâtiment de 10 étages, là, sur le premier étage, versus en haut, c'est plutôt ouvert. Non, parce que le vent n'a pas d'incidence. C'est juste une. C'est ça. Oui, c'est ça. Parce que nous, on est humide, mais tu sais, une fenêtre, c'est inerte, donc il n'y a pas de variation. C'est quand le client appelle, c'est la première question que tout le monde est là. La condensation, on veut souvent mettre la cause. On a les courtois sont c'est la première question que pose. Faut quelque chose au deuxième étage. Ah, c'est au deuxième étage. C'est pas un problème de design de la France, c'est la mécanique. Non, c'est ça. On a chaud et vide, ça s'envoie. La première contact, la première zone froide qui est proche de 0 degré Celsius, c'est quand tu t'envoies à l'intérieur où tu ne peux pas faire. Alors, ce gel-là, ça prend dans un temps. Ça devient fort. Tu peux mettre dans une chambre chaude. Et après, c'est supposé être efficace. Et elle va sortir en hiver comme en été. Oui, c'est la mécanique. Pour les changer la température. C'est quand vous appelle, c'est la première question pour dire quel étage quelque chose ou l'étage de l'union. Je pense que c'est bon, c'est le dernier étage. Ça peut arriver avec type de chauffage dont je ne suis pas l'expert, mais c'est juste un peu pour vous parler un peu de ça. C'est que la plupart des systèmes de chauffage sont composés d'un système de production de chaleur. Donc, ils vont mettre une chaudière, une thermopompe, peu importe. Puis un système de distribution de la chaleur. C'est qu'elle a des planches, des gaines, tout ça. Mais il y a des systèmes aussi qui existent qui combinent ces deux fonctions-là. Puis ce qu'on voit beaucoup dans le domaine résidentiel, c'est des plaintes électriques. On est chanceux au Québec ici, la production électrique, c'est quelque chose de bien, pas trop cher. Donc, il y a beaucoup de chauffage qui se fait de façon électrique. Donc, c'est le phénomène qui, en fait, le système de chauffage va inclure vraiment la production et la distribution, en fait, dans un même appareil comme une plainte électrique. Puis, ce qui est important de savoir, c'est qu'il existe une multitude de combinaisons possibles entre les moyens de production et de distribution des chaleurs aussi. Parce qu'il y a des systèmes thermopompes avec un chauffage d'appoint avec des plaintes électriques. Tout ça, donc, c'est pour ça que, moi, je ne suis pas l'expert en type de chauffage, mais il existe tellement de possibilités de configuration que ça peut devenir difficile. Mais le principe de tout ça, c'est vraiment de comprendre comment la distribution de la chaleur va se faire au niveau de notre enveloppe extérieure, au niveau de notre fenestration. Si j'en ai mis quelques-uns, des exemples, là, on va parler de plaintes électriques et de radiateurs typiques qu'on voit dans une maison résidentielle. Les systèmes centrales avec des gaines, tout ça, système à air pulsé, comme on a ici, on a de l'air pulsé ici au plafond. Et vous remarquez aussi, on a de l'air pulsé au plancher. Vous avez notre grande fenestration ici. Là. Les systèmes radiants aussi, on en voit de plus en plus aussi. Là. Puis radiant, ça peut être au plancher, mais ça peut être au plafond aussi. Ça peut être aussi des éléments qui sont adjacents à la fenestration. Donc, il y a différentes configurations associées à ça. Quand on parle de distribution, c'est un peu ça. C'est comment cette chaleur-là va faire pour réchauffer notre fenestration. C'est ça qui est important à comprendre, en fait. C'est pas un cours sur le type de chauffage, c'est de comprendre comment ils sont positionnés. Parce que moi, j'en vois de plus en plus des projets parce que les bâtiments sont tellement étanches que les gens mécaniques, quand ils font la conception, pas qu'ils passent à côté, mais ils en mettent vraiment pas beaucoup. Puis il n'y a pas de chauffage d'appoint parce qu'ils considèrent que juste mettre des grilles comme ça dans le coin d'un mur, dans une salle, dans la salle principale d'un condominium, ça va être assez pour tempérer toute la pièce. Oui, les gens vont être confortables au milieu de la pièce, mais quand tu te rapproches de la fenestration, c'est là qu'il y a un problème, puis que cet air chaud-là, elle ne se rend pas au niveau des surfaces. Je vais vous dire, là, présentement, cet hiver, on a travaillé sur 3 projets de condominium neufs où la mécanique ne suffit pas à réchauffer la fenestration, puis que les gens ils ont acheté un condo neuf de plusieurs millions de dollars, puis se ramassent de la condensation importante au niveau de la fenestration, puis des meneaux d'aluminium, tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment être conscient que ça peut arriver, puis qu'il faut essayer de pallier à ça. Puis c'est beaucoup un rôle des gens en mécanique. Fait que c'est d'associer en fait la mécanique du bâtiment avec l'enveloppe des consultants comme nous, puis s'assurer que le match se fasse bien, puis que les gens comprennent que oui, ça prend de l'apport de la chaleur. On aime voir la fenêtre la plus performante, avec l'enveloppe la plus performante. Si on n'amène pas de chaleur au niveau de l'enveloppe, notre problème il va être là quand même. Donc,
Oui, là, pour ça, là, c'est les fabricants qui nous appellent, ils disent, là, moi, il faut que je me défende parce que là, ma fenêtre, elle respecte le I qu'ils m'ont demandé en chantier. J'ai tous mes papiers, j'ai tous mes rapports d'essai. Pourquoi ça arrive? Bien, là, c'est ça qu'on arrive souvent. On va faire du monitorage sur place. Là, on compare les résultats que nous, on mesure avec les valeurs qu'on a obtenues en laboratoire. Puis souvent, ça ne marche vraiment pas. Là. Puis des fois, on a des températures de surface au niveau des tablettes de fenêtres là, qui sont à 10, 12 degrés quand il fait moins 15, moins 20 à l'extérieur. C'est impossible que mon cadre de fenêtre soit à 12 si déjà l'ambiance à la proximité de la fenêtre est déjà à 12 degrés. Donc, Ce document, on peut utiliser pour donner des cours aux clients parce que le premier réflexe qu'ils appellent ça à faire, c'est une dépression pour les convaincre que c'est pas à faire. Bien, il y a des extraits de documents que je vous présente tantôt de la SCHL, là, que je vais vous montrer des extraits. Là. Déjà, il y a un peu d'informations qui peut aider. En fait, je ne parlerai pas d'un gros projet de condominium, là, mettons, mais une maison résidentielle ou multilogement, bon, 10-15 unités peut-être. Ça peut être un document qui est intéressant à présenter puis à montrer des choses. Parce qu'il explique un peu les principes, puis les causes, puis qu'est-ce qui peut être fait pour. Je vais vous le montrer tantôt. Donc, c'est un peu ça. Un peu ça. Donc, tout ce qui est chauffage radiant, c'est vraiment de la convection qui va essayer de compenser, en fait, pour la convection naturelle, donc réchauffer la surface de la fenestration. Puis, on va essayer de les positionner, c'est sûr, en dessous des éléments les moins performants de l'enveloppe, donc notre fenestration. Mais écoute, j'ai vu des projets où il y a des plaintes électriques qui étaient installées sur le mur à côté de la fenêtre. Là, il y avait des choses qui font aucun sens, juste des fois pour le look ou le design de l'unité. La diffusion, c'est sûr, les positionner d'une bonne façon. Vous allez voir ici, nous, on a les grilles au plancher, puis j'ai d'autres images que je vais vous présenter. Puis le radiant aussi, là, qui est vraiment un phénomène de rayonnement. Oui, ça peut être très bien, puis ceux qui en ont des chauffages radiants dans votre salle de bain, par exemple, c'est super confortable au niveau des pieds quand tu sors de la douche, tout ça, mais est-ce que c'est assez pour chauffer puis réchauffer la fenêtre qui est peut-être dans une alcôve, dans la salle de bain? Peut-être pas. Donc, il faut considérer ça aussi dans le design, en fait, de la résidence. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme je vous disais, il y a des facteurs aussi qu'il faut considérer, en fait, quand on fait du chauffage. Puis de un, c'est les points de consigne versus la température ambiante. Donc, assurer qu'on a des points de consigne. Puis souvent, moi, je le fais chez nous en hiver, vous le faites aussi, on va abaisser la température aussi durant la nuit parce qu'on veut minimiser les coûts de chauffage, tout ça. Mais ça a nécessairement une incidence parce que là, on vient diminuer la température ambiante, on a probablement augmenté l'humidité relative parce qu'on travaille sur un même plan là, au niveau de la bac. Donc, on abaisse la température, donc nécessairement, il y a peut-être moins de chaleur qui va au niveau de ma fenestration. Des grilles comme ça qui existent, qui vont diffuser, c'est excellent. Principe de convection, comme on montait tantôt, là, parce que l'air chaud va se réchauffer de la pièce, va se refroidir le long de l'enveloppe, le long de la fenestration. Mais j'ai mis entre parenthèses là, climatisation, parce que c'est vraiment pas une joke. J'ai fait un projet, hein? Pierre, il sait de quel projet je veux parler, ou je l'ai vu sur d'autres aussi, mais celui-là était vraiment frappant parce qu'il y a une problématique de condensation dans une maison résidentielle, des fenêtres super performantes. On se demandait pourquoi. Mais une des causes associées à ça, c'est que dans son point de consigne de température, la thermopompe, ou en fait le système de climatisation, chauffage climatisation, ce qu'il comprenait, c'est que durant la nuit, il ne faut pas juste arrêter de chauffer, il faut vraiment atteindre 17 degrés. Donc, si en dedans, il faisait 22, exemple, durant le jour, puis là, on est en plein hiver, puis j'ai mis 17 degrés comme point de consigne, bien, lui, ce qu'il comprenait, c'est qu'il faut que je climatise pour atteindre 17 degrés. Donc là, au lieu de juste arrêter le chauffage, c'est la climatisation qui embarquait. Puis nous, on a découvert ça en faisant du monitorage. Puis je me dis, écoute, par exemple, si je mets un thermocouple dans une gaine de sortie, dans une grille comme ça, là, au niveau de la fenestration, sur quelle température, puis là, on se rendait compte que durant la nuit, à partir de 10-11 heures, l'air qui sortait de ça, là, c'était à 12-14 degrés. Là, là. Mais dehors, il faisait moins 20, moins 25. Là, ça ne fait aucun sens. Fait que là, les gens ils sont allés voir le magnifique petit panneau parce que là, on en voit de plus en plus de ça, là, des panneaux digitales avec 1000 fonctions. Ben, il faut nécessairement comprendre un peu ce qui se passe parce que ça peut arriver que ça
ça crée des glitches comme ça de climatisation qui n'ont pas de sens à faire en conditions d'hiver. C'est juste de laisser la température diminuer. Puis si on atteint le 17, 16 degrés, ben là, c'est le chauffage qui va recommencer juste pour réatteindre ce 17 degrés. Donc, des points comme ça, des fois à considérer là, si vous avez des problématiques comme ça qui sont soulevés. D'autres facteurs aussi très importants par rapport au système de chauffage, oui, mais à la gestion de l'humidité, puis c'est beaucoup par rapport à la positionnement de la fenestration. Puis ça, comme fabricant, souvent, vous n'avez pas nécessairement le contrôle parce que souvent, d'entre vous, peut-être que vous c'est juste les fenêtres, c'est pas vous qui faites l'installation. Puis vous ne savez pas non plus comment ça va être installé, puis c'est quoi non plus le design du mur, du bâtiment, peu importe. Ici, c'est les choses à ne pas faire et à faire. Là. Donc, souvent, une problématique qu'on voit beaucoup, là, on la voit de moins en moins, on l'a vu beaucoup par le passé. Maintenant, c'est des choses qui sont connues. C'est de positionner la fenestration beaucoup trop à l'extérieur. Souvent, des cas comme ça, on l'a vu par le passé où les gens vont pour sauver de l'argent, fenêtre PVC avec hybride. Ils n'ont pas vendu la fenêtre avec une extension de cadre, exemple, pour pallier pour l'espace de la maçonnerie. Donc, quand ils ont voulu installer la fenêtre, ben là, il n'y avait pas cette extension-là, donc ils sont venus installer la fenêtre plus vers l'extérieur possible pour pouvoir faire la finition. Mais ça fait en sorte que le vitrage n'est vraiment pas en lien avec la partie d'isolant. Ce qu'on veut avoir, en fait, c'est que le vitrage de la fenêtre soit dans le même plan que l'isolant. Donc, on est complètement à l'extérieur, ce qui fait en sorte que la partie intérieure de notre cadre est exposée au froid par les cavités ventilées derrière un mur parlant, tout ça. Donc, nécessairement, ça va diminuer les surfaces, puis ça va augmenter les risques de condensation. Donc, c'est ça qu'on appelle la continuité de la barrière thermique. En fait, il faut toujours que, si on trace une ligne sur un plan, qu'on soit toujours dans le même axe, qu'on n'ait pas de décroché comme on l'a ici. Localisation dans l'enveloppe aussi, l'exemple que je montre ici, c'est des fenêtres comme ça dans des alcôves, dans des niches. Comment tu fais pour amener de la chaleur à cette fenêtre-là s'il y a un débord, en fait, une tablette, peu importe, de 1 pied, 2 pieds. Ça, on le voit beaucoup aussi. Là. Puis on le voit beaucoup dans des bâtiments patrimoniaux où ils ont des vieilles niches. En fait, c'est des murs en massif. Donc, nécessairement, amener de la chaleur à ce niveau-là, ça peut être difficile. Souvent, ce qu'on va voir, puis si c'est pensé comme ça, ben, il va y avoir des grilles en fait, de diffusion dans le bois des fenêtres pour pouvoir permettre la ventilation. Et mon autre point, en fait, là, ce qui est rideau, star, ça, on le voit beaucoup, des gens qui ont de la condensation, ils se lèvent le matin, ils ouvrent les stars, c'est condensé. Ben, c'est sûr, parce que là, exemple, si j'ai un système à air pulsé comme ça ici, c'est le seul moyen de chauffage que j'ai dans ma pièce. Que j'ai mis une grande fenestration, je mets des rideaux, écoute, un peu comme on voit là, puis même, j'en ai vu des cas, c'est 2, 3 rideaux, là, un par-dessus l'autre. Il n'y a aucune façon que la chaleur va se rendre sur ma fenestration. Donc là, le I qu'on a calculé en laboratoire, en champ, ça vaut pas en tout parce qu'il n'y a plus de chaleur. Si je mesurais la température durant la nuit derrière les rideaux, probablement que j'étais à 10 degrés. Je ne suis plus à l'ambiance de 21 degrés ou 17 degrés durant la nuit. Donc, nécessairement, j'ai plus de chaleur pour que je coupe ma fenestration, qui fait en sorte que nécessairement la condensation va apparaître. Oui? J'ai vécu un projet à Montréal avec une comme ça, où c'était super beau. Cette fenestration, dans le sens aluminium extérieur, bois intérieur. C'était une idée de la façon que j'avais aussi. Si je me sens par-dessus les portes, mais il y avait un système de sort, il y avait une mur tout autour. C'est un système de chauffage. Quand ça fermait, c'est comme un peu par terre. Si les fenêtres se plaignaient, c'est peut-être de mauvaise qualité parce que le bois qui s'en va comme ça. Aucun documentaire sur aucune surface. Vite pour nous produire, tu vas avoir vite pour le travail. C'est quelque chose de ça m'amène une autre chose aussi. Il y a aussi une moustiquaire. Notre abattoir au extérieur, il y a une moustiquaire intérieure. Personnellement, chez nous, la première année, ça avait été une chose dans le laboratoire. J'ai fait la moitié des verres avec une moustiquaire en place, pas de moustiquaire en place.
c'est incroyable la quantité d'huile parce que c'est pas parler de c'est juste le changement. Tout est différent. Je pense qu'il y a des produits plus sensibles, des produits de bois. Nécessairement, s'il y a de la condensation qui se forme, s'il y a de l'eau qui s'accumule sur les pièces de bois, ben, il y a un risque aussi de noircissure, même de pourriture au niveau du bois si le bois n'est pas bien traité. Puis ça va dépendre comment la fête est produite et livrée aussi au chantier. Souvent, la finition intérieure va être à la responsabilité du propriétaire. Donc, ça rentre en ligne de compte aussi. Donc, moi aussi, j'ai des histoires d'horreur associées à ça, mais on va les passer. Ça pour dire que la condensation, ben, ça se produit sur les surfaces froides lorsqu'il y a trois conditions qui sont réunies, en fait. Trop d'humidité dans l'air, un échange d'air insuffisant entre l'intérieur et l'extérieur, donc la ventilation, faire en sorte que l'humidité va peut-être diminuer, puis la présence de surfaces froides, donc c'est là que la condensation va apparaître. Quand je parlais du document, en fait, peut-être que c'est un peu petit pour vous présenter là, à l'écran, vous allez l'avoir sur le PDF, puis je peux même vous envoyer le document aussi qui est disponible sur le site de la CHL, vous pouvez le document aussi. Donc, c'est juste pour vous faire part, en fait, de quelques faits, en fait, associés à l'humidité relative. Là. Quand on parlait là, des recommandations, c'est que durant les grands froids, il va être nécessaire de maintenir une humidité relative de 30 au moins afin de prévenir la formation de condensation. Mais qu'en hiver, l'humidité relative ne devrait pas excéder 45 C'est comme dans les règles, en fait. C'est beaucoup associé, en fait, à la façon que maintenant les bâtiments sont de plus en plus hermétiques, mais aussi au fait que les gens ont des problèmes respiratoires aussi, puis on veut s'assurer d'avoir une humidité à l'intérieur pour justement avoir une bonne qualité de vie. Donc, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Ce tableau-là, ici, c'est une version que j'ai prise, mais il existe dans plein de documents. C'était produit initialement par la CHL. On a développé, nous aussi, à travers la CHL, ce document-là. Juste un peu pour parler de quelles devraient être les unités relatives à respecter dans une résidence en fonction de la température extérieure. Donc, il y a pour des bâtiments, des résidences qui ont un système d'humidification, ça peut être facile parce qu'on peut intégrer ça dans un outil en fait, de gestion de l'humidité. Mais sinon, il faut essayer de gérer ça comme on fait avec les outils qu'on a. Mais on voit là, que quand on tombe à moins 30 degrés ou moins, là, 15 ça devrait être un maximum. Entre moins 30 et moins 24, 20 ça, c'est basé sur les indices de condensation, de la fenestration, tout ça. Donc, c'est un paquet de calculs et d'informations qui nous arriver à ces conclusions-là. Mais il faut comprendre aussi que ces températures-là, ce n'est pas nécessairement tout l'hiver. Le moins 23 qu'on va avoir ou le moins 26 qu'on mesure, souvent, c'est des périodes très ponctuelles durant l'hiver. Donc, de maintenir les humidité relative plus faibles pendant quelques heures ou quelques jours durant l'hiver, c'est pas grand-chose. Donc, pour éviter justement de la formation de condensation, donc c'est important comme ça à considérer. Oui? Quand Théo me dit qu'il fait moins 22, ressenti moins 27, c'est le moins 22. On l'a ressenti, la fenêtre, l'enveloppe, elle ne ressent pas. C'est nous qui va le ressentir parce que nous, on est humide en fait, là, on a une présence d'eau, on est fait d'eau, donc c'est là qu'on va le ressentir, mais tout ce qui est matériaux, là, aluminium, verre, il n'y a aucune façon qu'on va ressentir ça. C'est vraiment la température, pas le ressenti. Quand on parle de cause associée à la condensation, c'est un peu tout ce que je parlais tantôt, là. La trop grande présence d'humidité, tout ce qui est douche, le linge, le séchage, tout ça. Ventilation est inadéquate aussi, là, donc quand il n'y a pas de ventilation d'extraction dans les salles de bain, une salle de bain qui n'a pas de hotte, de fan, ça ne fait pas de sens de nos jours. Puis il y a beau d'en avoir une qui peut aussi raccorder, des fois c'est juste des données qui vont juste circuler de l'air, donc en tout cas c'est important. Extraction, tout ça. Tout ce qui est échangeur d'air aussi, c'est important aussi que ça circule l'air durant l'hiver. Pour justement essayer de sortir l'air humide dans l'extérieur, tout en récupérant la chaleur pour ramener de l'air frais qui provient de l'extérieur. Donc, ça, c'est important aussi.
Puis là, c'est la présence de surface froide, en fait, là, puis c'est là-dedans qu'on parle un peu d'installation du système de chauffage. C'est la déficience qu'on peut avoir à amener de la chaleur avec notre système de chauffage vers notre fenestration. Puis on parle aussi là, que les fenêtres anciennes là, sont nécessairement moins étanches, mais nécessairement, là, ça va amener de l'échange d'air, puis il y a peut-être un risque aussi associé à la condensation parce que les surfaces vont être plus froides au niveau d'une vieille fenêtre qu'une fenêtre plus récente. Il y a beaucoup d'informations là-dedans que, comme je dis, vous allez pouvoir lire aussi. Quand on parle de solutions, en fait, là, ben, c'est tout en lien avec les sources d'humidité, comment on peut faire pour éliminer l'humidité dans une résidence. Garder les surfaces chaudes aussi. Là. On parle de fenêtres avec des capacités énergétiques plus élevées, donc des capacités énergétiques. Les rideaux, les stores, peut-être les laisser ouverts quand il fait vraiment froid à l'extérieur, ou peut-être juste avoir des rideaux moins volumineux qui vont quand même permettre de laisser passer une certaine chaleur dans la fenestration. Ce qui est thermostat programmable aussi nécessairement, ça va rentrer là-dedans avec le système de chauffage. Puis on parle aussi d'assurer une bonne ventilation, mais c'est un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est de maximiser l'apport de chaleur vers l'extérieur, vers la fenestration, vers l'enveloppe. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'était pas nécessairement de vous parler de chauffage, le type de chauffage, qu'est-ce qui peut être, c'est quel le meilleur, c'est quel le moins bon. Je pense qu'ils ont toutes leurs fonctions, ils ont toutes leurs possibilités. Il faut juste bien les associer à notre enveloppe, puis les rendre performants avec un bon positionnement, avec un bon apport de chaleur sur nos composants. Donc, c'est un peu ça que je vais vous présenter. Ça a duré plus longtemps que je pensais, mais écoute, moi, ça complète ce que je vais vous montrer aujourd'hui un peu. J'espère que ça a été un peu utile ou vous avez appris quelque chose. Donc, c'est des discussions et des questions. En fait, on est encore là, nous autres. Juste une chose aussi, des fois, ce qu'on voit, c'est souvent le cas pour toi, souvent c'est le cas, c'est que les gens ils vont changer d'administration, après qu'ils font de la réflexion majeure, c'est remplacer la laine par de l'élan dans les autres appareils. La vieille administration était moins performante à c'est une question historique, on fait de la réflexion de condo dans le Montréal, au Québec, qui vient remplacer des fenêtres de bois par des fenêtres qui sont plus performantes en PVC, en aluminium, des grilles, peu importe. Et là, tu fais aussi d'autres réflexions au niveau de l'isolation. Ça fait que là, tu passes avec une fenêtre, tu avais un tour d'échangeur d'air, d'échangeur. Fait que là, tu viens rendre ton enveloppe ou ta fenestration plus étanche. Fait que là, tu as moins d'écoulement d'air. Ça fait que là, tu commences avec des problèmes de condensation. C'est pas parce que la fenestration n'était pas appropriée, c'est que tu as isolé tes murs, mais tu n'as plus le système pour faire ton changement d'air que tu avais à la place. Fait que tu gardes ton humidité à l'intérieur. Fait que souvent, c'est ça, j'ai des gens qui m'appellent et disent ah, les fenêtres, c'est en je vais regarder mes vieilles fenêtres. OK, tu as quoi d'autre? Ah, j'ai le temps d'un mur. Tu mets l'échangeur d'air. Tu viens installer ta boîte, là, et là, ben, tu sors un petit peu d'humidité quelque part, tu l'achètes avec un petit. C'est juste de faire attention, souvent. Les classiques, là, voir en face des changements. Souvent, ils vont avoir ça aussi, mais ils sont mais les changements, s'ils sont mis à l'avance, c'est sûr, les changements marchent. Il y a l'entretien de la machine. On l'a vu, on appelle au pompe, après l'échangeur d'air, le vendeur, le tout on va pas travailler les pieds. Non, ça, c'est souvent la fenestration, mais c'est pas un changement de fenestration comme une fenestration manuelle. Ça ne peut pas empirer la problème. On a corrigé un trou, et là, on voit juste une verre où ça commence. C'est souvent, c'est juste pour puncher que le gars, il y a une chance. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est ce que tu vois sur tes fenêtres, c'est ton avertissement, mais c'est la même chose dans toutes tes murs. Tu sais, des champignons que tu veux pas, tu vas être dans tes avances. Tu mets ton bout de pour 2 minutes, mais tu sais, on échange là parce que c'est ton enveloppe pour monter les temps. Pas juste tes fenêtres. Tes fenêtres, c'est ton système d'air. Tu viens de le voir, là, mais tu l'as ailleurs. Merci. Ça fait plaisir? C'est intéressant, on va prendre ça disponible Dans la prochaine semaine.